Le vent apportait une odeur de sel lorsque je montais les marches du quartier du Panier ce matin-là. Les couleurs des maisons contrastaient avec le ciel gris qui menaçait de pleuvoir, typique d'un mois de juillet à Marseille. J'ai pressé le pas en évitant un groupe de touristes qui photographiaient les fresques murales de la ruelle. J'étais en retard pour mon premier jour comme guide au musée à ciel ouvert. Je n'aurais jamais pensé revenir dans cette ville après 10 ans d'absence. Paris m'avait accueilli comme tant d'autres Français en quête d'opportunités dans la capitale, mais la mort de ma grand-mère, Carmen, a tout changé. « Je te lègue la maison du Panier, Daniel », disait sa lettre. « Je sais que tu sauras quoi en faire. » La maison, peinte d'un bleu ciel délavé, avec des encadrements jaunes, était exactement comme dans mes souvenirs. Petite mais avec une vue privilégiée sur le vieux port, où les porte-conteneurs semblaient être des jouets vus de cette hauteur. En entrant, l'odeur d'humidité et de renfermé me frappa au visage. Elle était vide, depuis que ma grand-mère était entrée à l'hôpital 3 mois plus tôt. « Excusez-moi, vous êtes la petite fille de Madame Carmen ?» demanda une voix depuis le trottoir. Une femme âgée avec un tablier à fleurs m'observait depuis la maison voisine. Je la reconnus instantanément. « Madame Louise ?»« Oui, c'est moi, Daniel », répondis-je en glissant les clés dans la poche de ma veste. « Je t'ai reconnue tout de suite, ma petite. Tu as la même façon de marcher que ta grand-mère, » sourit-elle en s'approchant. « On t'attendait depuis plusieurs jours. La paperasse à Paris a pris plus de temps que prévu, » expliquai-je. Madame Louise me serra dans ses bras sans préavis, avec cette familiarité que l'on ne trouve que dans les quartiers où tout le monde se connaît. Elle m'invita à prendre le goûter chez elle, mais je lui expliquai pour mon nouveau travail au musée. Ta grand-mère serait fière. Elle disait toujours que tu avais une âme de conteuse, commenta-t-elle en m'accompagnant en bas de la rue. D'ailleurs, un type est venu poser des questions sur la maison. Il a dit qu'il représentait une agence immobilière. Cela me surprit. Personne n'était censé être au courant de l'héritage. Je venais à peine de terminer les démarches. « Il t'a laissé une carte ?» demandai-je en essayant de ne pas paraître inquiète. « Non, mais il a mentionné qu'il reviendrait. Il semblait très intéressé. » Je lui dis au revoir au coin de la rue et pris le tramway vers le centre-ville. Pendant le trajet, j'observais comment Marseille avait changé tout en restant la même. Des graffitis plus élaborés, plus de touristes étrangers, mais la même âme bohème et désordonnée. Le musée des Beaux-Arts, où je devais commencer à travailler, m'accueillit avec ses portes, art nouveau, grandes ouvertes. Ma chef, Catherine Rougeau, était une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes à monture rouge et une attitude énergique. « Tu arrives juste à temps », me dit-elle en me tendant un badge à mon nom. « Aujourd'hui, nous avons un groupe d'étudiants en art à 11h et ensuite une visite privée pour un homme d'affaires parisien. » La matinée passa en un éclair, entre explications sur les peintures européennes et provençales. Les étudiants en art posèrent des questions intéressantes, et je pris mentalement note de faire des recherches sur certains des artistes moins connus. À l'heure du déjeuner, j'avais l'impression de n'avoir jamais quitté Marseille. Catherine m'invita à manger dans un petit restaurant près du musée. Pendant que nous attendions notre daube provençale, je lui parlais de la maison de ma grand-mère. « Au Panier, cette zone est devenue hors de prix, » commenta-t-elle en remuant son verre d'orgeat. « Si j'avais une propriété là-bas, je ne la vendrais pour rien au monde. »« Je n'ai pas l'intention de la vendre, » répondis-je, « même si elle aura besoin de pas mal de réparations. »« Méfie-toi des promoteurs, » m'avertit Catherine. « Ils achètent tout ce qu'ils peuvent sur les collines pour transformer les maisons en hôtels de charme ou en appartements de luxe pour les étrangers. » Ces paroles firent écho à ce que Madame Louise avait dit. Pourquoi quelqu'un d'une agence immobilière s'intéresserait-il à la maison si rapidement ? La visite privée de l'après-midi était pour un certain Jean Vasseur, un homme d'affaires parisien d'une 40aine d'années, en costume impeccable et avec un accent pointu. Il se montra particulièrement intéressé par les paysages de la Provence. « Je suis fasciné par la façon dont il a capturé l'essence de ces collines, » commenta-t-il, en observant une peinture de maison colorée empilée, très similaire à la vue depuis la fenêtre de ma grand-mère. « Elles sont une représentation parfaite de l'âme de Marseille, » répondis-je, chaotique mais harmonieuse. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il avec une curiosité qui me parut excessive pour une simple conversation. « Je viens de rentrer après 10 ans à Paris, » répondis-je sans entrer dans les détails. À la fin de la visite, Jean me tendit sa carte. « Développement méditerranéen » était écrit en lettres dorées, avec son nom en tant que directeur général. « Si jamais vous avez besoin de conseils immobiliers,
Je serais ravi de vous aider, offrit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous sommes très intéressés par les propriétés de caractère dans ce secteur. Un frisson me parcourut l'échine. Était-ce une coïncidence qu'un promoteur immobilier apparaisse juste au moment où j'héritais d'une maison dans le très convoité quartier du Panier? En sortant du musée, je décidai de rentrer à pied au lieu de prendre le bus. J'avais besoin de réfléchir. Les rues escarpées me forcèrent à monter lentement, me donnant le temps de contempler les graffitis qui racontaient des histoires de résistance et de mémoire. En arrivant dans la rue de ma grand-mère, je vis une voiture noire garée devant la maison. Un homme prenait des photos de la façade. En me voyant, il rangea rapidement son appareil et monta dans le véhicule, qui démarra avant que je puisse m'approcher. Madame Louise sortit à ma rencontre, l'air préoccupé. « C'était le même type de l'agence », me dit-elle. « Il a demandé quand tu étais arrivé et si tu comptais rester. » J'entrai dans la maison avec un nœud à l'estomac. Sur la table de la salle à manger, je trouvai une enveloppe que quelqu'un avait glissée sous la porte. À l'intérieur, il y avait une offre d'achat pour une somme considérable, signée par Jean Vasseur, le même homme qui avait visité le musée cet après-midi-là. À côté du document officiel, une note manuscrite disait « La maison de Madame Grenier est parfaite pour notre projet dans le quartier. S'il vous plaît, contactez-moi avant de prendre toute décision. Nous pouvons améliorer l'offre substantiellement. » Je m'assis dans le vieux fauteuil en osier, où ma grand-mère me racontait des histoires quand j'étais enfant. Comment cet homme était-il au courant pour la maison? Et pourquoi un tel intérêt pour cette propriété qui n'était ni la plus grande ni la mieux située du quartier? Alors que le soleil se couchait sur le port, je me souvins d'une chose que ma grand-mère disait souvent. À Marseille, rien n'est ce qu'il paraît au premier abord. Je décidai qu'avant de faire quoi que ce soit, je devais savoir exactement ce qui rendait la maison de ma grand-mère si spéciale pour que quelqu'un soit prêt à payer autant pour elle. Cette nuit-là, je commençai à examiner les papiers que ma grand-mère avait laissés dans une vieille malle dans sa chambre. Entre des documents jaunis et des photographies en noir et blanc, je trouvai un ancien plan de la maison qui montrait quelque chose d'étrange. Un espace entre les murs qui ne correspondait à aucune pièce actuelle. Il semblait y avoir une pièce cachée qui n'était pas visible. Les plans tremblaient dans mes mains tandis que je parcourais chaque recoin de la maison du regard. L'horloge de la cuisine indiquait 2 heures du matin, mais le sommeil s'était complètement envolé. Selon les documents, il devait exister un espace secret entre la chambre principale et le petit bureau où ma grand-mère gardait ses livres. Je passai les doigts sur le mur du couloir, cherchant une quelconque irrégularité. Rien. Je frappais doucement, écoutant le changement de résonance. Le son creux me fit m'arrêter devant une bibliothèque remplie de vieilles encyclopédies que personne n'avait ouvertes depuis des années. « Qu'est-ce que tu caches » murmurai-je, comme si la maison pouvait me répondre. Je retirai les livres un par un, les empilant sur le sol. Le bois du fond ne semblait pas différent du reste du meuble, mais lorsque je pressai dans un coin, je sentis qu'il cédait légèrement. Je poussai plus fort et, avec un craquement, le panneau entier glissa sur le côté, révélant une ouverture sombre à peine suffisante pour qu'une personne puisse passer en se penchant. Mon cœur battait la chamade, tandis que j'éclairais l'intérieur avec la lampe de poche de mon téléphone. Une petite pièce, pas plus grande qu'un placard, apparut devant mes yeux. Les murs étaient recouverts de dessins et de photographies anciennes. Au centre, une boîte métallique reposait sur une table bancale. Je m'agenouillai pour entrer, retenant ma respiration face au nuage de poussière qui se souleva. L'espace sentait le vieux papier et cette odeur particulière des endroits restés fermés très longtemps. En ouvrant la boîte, je trouvai des lettres attachées avec un ruban rouge délavé et un carnet à la couverture usée. Les lettres, datées entre 1960 et 1962, étaient adressées à mon grand-père, Pierre, que je n'ai jamais connu. Elles avaient été envoyées par quelqu'un qui signait seulement avec l'initiale S. Le carnet semblait être un journal, écrit d'une écriture serrée et urgente. 14 septembre 1961. Ils sont venus chercher Sébastien aujourd'hui. Les voisins disent parce qu'ils l'ont emmené dans une camionnette militaire. J'ai caché ses papiers et les plans là où nous avions convenu. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, faites-le parvenir à Carmen Grenier au Panier. Un frisson me parcourut l'échine. En pleine guerre d'Algérie. Je continuais à lire page après page, découvrant une histoire que ma grand-mère ne m'avait jamais racontée. Sa maison avait servi de refuge à des opposants politiques et à des déserteurs pendant la guerre. Mon grand-père Pierre
architecte de profession, avait conçu cette cachette et d'autres dans plusieurs maisons du quartier, créant un réseau de planques. Parmi les papiers, je trouvais quelque chose d'encore plus surprenant. Des plans détaillés d'un système de tunnels reliant certaines maisons du panier. Selon les notes, ces passages avaient été construits à l'origine au début du XXe siècle, lorsque Marseille était un port majeur, probablement pour la contrebande. Mon grand-père et ses camarades les avaient redécouverts et adaptés. C'est pour ça qu'ils veulent la maison, murmurai-je dans la pièce vide. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Si un promoteur achetait plusieurs propriétés reliées par ces tunnels, il pourrait créer un complexe touristique unique, sans que personne ne soit au courant de leur existence, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y avait autre chose. Les dernières pages du journal mentionnaient des documents historiques et des preuves gardées quelque part dans les tunnels, sans toutefois préciser de quel type de preuves il s'agissait, ni leur emplacement exact. Je sortis de la cachette avec le carnet et les plans, avec la sensation d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Combien de personnes connaissaient ce secret? Ma grand-mère avait-elle gardé le silence toutes ces années pour me protéger, ou pour protéger quelque chose de plus important? Le lever du soleil me surprit assise sur la terrasse, essayant de déchiffrer les plans. Selon ceux-ci, il y avait une entrée des tunnels dans la cave de ma maison, derrière un faux mur dans le garde-manger. Je décidai qu'il fallait que je voie de mes propres yeux ce qu'il y avait là-dessous. Avant de m'aventurer, j'appelai le musée pour dire que je ne viendrais pas travailler. Catherine parut compréhensive quand je mentionnais des problèmes avec la maison. Ces vieilles maisons réservent toujours des surprises, commenta-t-elle. À propos, votre visiteur parisien a demandé de tes nouvelles ce matin. Il semblait très intéressé par ton avis sur son offre. Cela confirmait mes soupçons. Jean Vasseur me suivait à la trace. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demandai-je, en essayant de garder une voix neutre. « Que tu étais occupé par des affaires personnelles. Ça ne me semblait pas approprié de lui donner ton numéro, » répondit Catherine. « Tout va bien, Daniel ?»« Oui, juste quelques affaires de succession à régler, » mentis-je. « Je te raconterai quand on se verra. » Après avoir raccroché, je me dirigeai vers la cave. Le garde-manger était un espace étroit et humide qui sentait la terre mouillée. En suivant les plans, je retirai plusieurs boîtes et conserves que ma grand-mère avait stockées. Effectivement, derrière elle, le mur ne semblait pas aussi solide qu'il aurait dû. Il me fallut près d'1 heure, mais je réussis finalement à déplacer un panneau dissimulé qui révéla une ouverture rectangulaire. Le tunnel qui s'étendait au-delà était renforcé par des poutres en bois et était assez haut pour marcher en se penchant légèrement. Armée d'une lampe de poche puissante et avec mon téléphone en mode enregistreur vocal, je m'enfonçais dans l'obscurité. Le passage sentait le salpêtre et l'humidité. J'avançais lentement, éclairant chaque recoin. Les murs portaient des marques et quelques noms décrits, probablement de personnes qui avaient utilisé ce chemin pour s'échapper. Après une 20aine de mètres, le tunnel se divisait. Selon les plans, le chemin de gauche menait vers d'autres maisons du quartier, tandis que celui de droite descendait vers le port. Je décidai de prendre d'abord le chemin de gauche. Après avoir avancé encore un peu, j'arrivai à ce qui semblait être une petite salle creusée dans la terre, renforcée de briques anciennes. Il y avait des étagères rudimentaires taillées dans les murs, certaines avec des livres abîmés, d'autres avec des boîtes métalliques similaires à celles que j'avais trouvées dans la cachette de ma maison. J'examinais une de ces boîtes quand j'entendis quelque chose qui me glaça le sang. Des pas et des voix étouffées venant du tunnel. J'éteignis ma lampe de poche et me cachai derrière l'une des étagères, retenant ma respiration. Les voix devinrent plus claires. C'étaient 2 hommes qui parlaient de français, avec un accent différent. « Je te dis que quelqu'un est venu ici, » dit le premier. « Regarde la poussière par terre. Il y a des traces de pas récentes. Ce sont peut-être les nôtres de la dernière fois, » répondit l'autre. « Non, elles sont différentes, plus petites. » Un faisceau de lumière balaya la pièce, passant dangereusement près de l'endroit où je me trouvais. « Si la petite fille a trouvé les plans, il faut agir vite, » continua la première voix, que je reconnus maintenant comme celle de Jean Vasseur. « Le patron ne sera pas content si on rate cette occasion. Ça fait des années qu'on essaie de compléter le puzzle. Et si on entrait simplement chez elle pour chercher les documents ?» suggéra la seconde voix. « Ne sois pas idiot, Mathieu. Il faut qu'elle vende volontairement. Si des choses disparaissent de sa maison, elle se méfiera immédiatement et pourrait alerter les autorités au sujet des tunnels. » Il y eut un silence, pendant qu'ils inspectèrent la salle.
Je retins mon souffle quand la lumière éclaira directement l'étagère derrière laquelle je me cachais. Mais heureusement, ils ne me virent pas. « Il n'y a rien d'important ici », conclut Jean. « Allons voir l'autre branche. » Les pas s'éloignèrent, me laissant tremblante de peur et d'adrénaline. J'attendis plusieurs minutes avant d'oser sortir de ma cachette. Que cherchaient-ils exactement? Et qui était le patron qu'ils avaient mentionné? Je décidai qu'il était trop dangereux de continuer à explorer seul. J'avais besoin d'aide, mais en qui pouvais-je avoir confiance? La police semblait une option logique, mais que leur dirais-je exactement? Que j'avais trouvé des tunnels secrets utilisés pendant la guerre d'Algérie? Ils pourraient considérer cela comme un patrimoine historique, et tout bouclé. Ou pire, un fonctionnaire corrompu pourrait alerter Jean. Catherine me vint à l'esprit. Elle travaillait au musée depuis des années et connaissait l'histoire de Marseille mieux que personne. Peut-être qu'elle saurait quoi faire ou connaîtrait quelqu'un qui pourrait m'aider. Je retournai à la maison avec précaution, en m'assurant de ne pas faire de bruit et que personne ne me suivait. Une fois en sécurité dans le salon, j'appelai Catherine. « J'ai besoin de te voir de toute urgence », lui dis-je sans détour. « J'ai découvert quelque chose dans la maison de ma grand-mère que je pense que tu devrais voir. » « Est-ce que ça a un rapport avec cet homme d'affaires parisien ?» demanda-t-elle d'un ton inquiet. « Comment tu le sais ?»« Intuition, » répondit-elle. « Et parce qu'après ton appel, il est revenu au musée pour demander de tes nouvelles. Son insistance ne m'a pas plu. Je ne peux pas parler au téléphone, dis-je en baissant la voix. Tu peux venir à la maison quand tu auras fini de travailler? J'y serai à 6 heures, promit-elle. Après avoir raccroché, je m'assis pour examiner à nouveau les documents. Parmi les lettres adressées à mon grand-père, j'en trouvais une qui mentionnait des preuves de crime et des photographies qui changeraient l'histoire officielle. Serait-il possible que ces tunnels renferment des preuves de violation des droits de l'homme pendant la guerre, des documents que quelqu'un voudrait garder cachés même maintenant, tant d'années après? La sonnette de la porte me fit sursauter. Il était à peine 4 heures de l'après-midi, trop tôt pour que ce soit Catherine. Je jetai un coup d'œil prudent par la fenêtre et vis Jean Vasseur debout sur le perron, une mallette à la main et une expression impatiente. Je décidai de ne pas ouvrir. Les coups insistants à la porte principale résonnaient dans toute la maison. Je restai immobile derrière le rideau, observant Jean consulter sa montre avec impatience. Après quelques minutes, il sortit son téléphone et parla brièvement avant de laisser une enveloppe sous la porte et de s'éloigner dans la rue. J'attendis qu'il ait disparu de ma vue pour ramasser l'enveloppe. Elle contenait la même offre pour la maison, mais avec une somme encore plus élevée et une note manuscrite. « Mademoiselle Orsena, je comprends votre attachement sentimental à la propriété de votre grand-mère, mais mon offre est plus que généreuse. S'il vous plaît, accordez-moi une réunion pour discuter de détails qui pourraient vous intéresser. Le temps nous est compté. » Cette dernière phrase m'inquiéta. Pourquoi cette précipitation? Je gardai la note avec les autres documents et me préparai pour la visite de Catherine. Je décidai de lui montrer les plans et le journal, mais de ne pas l'emmener dans les tunnels, tant que je ne serais pas sûre de pouvoir lui faire entièrement confiance. À 6 heures précises, la sonnette retentit de nouveau. Catherine arriva accompagnée d'un homme plus âgé que je ne reconnus pas. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit-elle en entrant. « Voici Manuel Breton, historien et vieil ami de ta grand-mère. Quand tu m'as parlé de ta découverte, j'ai pensé qu'il pourrait nous aider. » Manuel, un homme mince d'environ 70 ans, aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, me serra la main fermement. « Carmen et moi avons travaillé ensemble au mémorial de la déportation, » expliqua-t-il d'une voix grave. « Ta grand-mère était une femme extraordinaire, plus courageuse que beaucoup de gens ne l'ont jamais su. Elle ne m'en a jamais parlé, avouai-je en les invitant à s'asseoir dans le petit salon. Il y a beaucoup de choses que je n'ai découvertes qu'hier. Je leur montrai les plans et quelques extraits du journal. Manuel les examina avec des mains tremblantes, ses yeux s'humidifiant par moments. « Je reconnais cette écriture, » dit-il en montrant quelques notes en marge. « C'est celle de Sébastien Ray, un photographe qui a documenté les premières rafles et les actes de torture. Il a disparu en 1962. Vous le connaissiez ?» demandai-je. Manuel hocha lentement la tête. Nous étions camarades à l'université. Sébastien avait des contacts dans l'armée qui l'avaient prévenu de ce qui se préparait. Il a commencé à photographier secrètement les opérations et les arrestations. Quand ils l'ont découvert, il a dû se cacher. Le journal mentionne qu'ils l'ont emmené, dis-je. C'est ce que nous avons tous cru, répondit Manuel.
Mais si ces documents étaient cachés dans ta maison, il est possible que Sébastien ait laissé autre chose. Je leur racontai l'histoire des tunnels et ma rencontre avec Jean Vasseur. Catherine et Manuel échangèrent des regards inquiets. « Je connais ce nom », dit Catherine. « Il représente un groupe d'investisseurs qui a acheté plusieurs propriétés dans les quartiers historiques. Il y a quelques mois, ils ont tenté d'acquérir un bâtiment classé près du musée, mais la mairie a bloqué la vente quand on a découvert qu'ils prévoyaient de le démolir malgré sa valeur patrimoniale. « Et qui est derrière ce groupe ?» demandai-je. « Personne ne le sait avec certitude », répondit Manuel. « Mais il y a des rumeurs selon lesquelles l'un des principaux investisseurs est René Fouché, un ancien officier qui dirige maintenant plusieurs entreprises dans le pays. » Le nom me disait quelque chose. Je le cherchais sur mon téléphone et trouvais une nouvelle récente. L'homme d'affaires, René Fouché, annonce sa candidature au Sénat pour la région PACA. La photo montrait un homme d'environ 90 ans, avec une allure militaire malgré son costume élégant. « Il aurait l'âge adéquat pour avoir été officier pendant la guerre d'Algérie », murmurai-je. « Il était capitaine », confirma Manuel. « Il n'a jamais été poursuivi, mais son nom est apparu dans plusieurs témoignages de survivants de centres de détention. Un frisson me parcourut l'échine en comprenant les implications. Si les tunnels contenaient des preuves le liant à des violations des droits de l'homme, Fouché ferait n'importe quoi pour les obtenir et les détruire avant de lancer sa carrière politique. « Nous devons trouver ces documents, » dis-je avec détermination, « et nous assurer qu'ils parviennent aux bonnes personnes. »« C'est dangereux, » avertit Catherine. « Ma grand-mère a gardé ses secrets pendant des années, » répondis-je. « Si elle a pu garder le silence pendant une période vraiment dangereuse, je peux terminer ce qu'elle a commencé. » Manuel enleva ses lunettes et les nettoya pensivement. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Une journaliste d'investigation qui a travaillé sur des affaires de crimes de guerre. Nous pourrions la contacter demain. Je ne sais pas si nous avons autant de temps, » dis-je en leur montrant la note de Jean. On dirait qu'ils sont pressés de conclure l'affaire. À ce moment-là, nous entendîmes un bruit provenant de la cour arrière. Nous restâmes silencieux, sur le qui-vive. Des pas sur le gravier, puis le son de verres brisés. « Ils entrent », murmura Catherine. Manuel réagit avec une agilité surprenante pour son âge. « Les tunnels », dit-il simplement. « C'est notre meilleure option. » Je rassemblai rapidement les documents, tandis que Catherine fermait les rideaux. Nous nous dirigeâmes vers la cave, fermant les portes derrière nous sans faire de bruit. Nous pouvions entendre quelqu'un fouiller les pièces à l'étage. Dans la cave, je déplaçai les boîtes qui cachaient l'entrée du tunnel et leur montrai le passage. « J'entre la première, » dis-je. « Suivez exactement mes pas. Le tunnel se divise plus loin. Nous prendrons le chemin qui mène vers les autres maisons. » Nous avançâmes dans l'obscurité, éclairés seulement par la lumière de nos téléphones. Le tunnel semblait plus étroit et plus menaçant que lors de mon exploration précédente. Quand nous arrivâmes à la bifurcation, nous prîmes le chemin de gauche. Bientôt, nous atteignîmes la petite salle où je m'étais caché quelques heures plus tôt. « Regardez ça », dit Manuel en examinant les étagères à la lumière de son téléphone. « Ces livres, ce sont des publications interdites à l'époque. Quelqu'un a créé une bibliothèque clandestine ici. » Catherine s'approcha d'une des boîtes métalliques et l'ouvrit avec précaution. « Des pellicules photos, » annonça-t-elle. « Des dizaines, non développées. Les photos de Sébastien, » murmura Manuel, la voix brisée. Après toutes ces années, j'allais examiner une autre boîte quand nous entendîmes des voix s'approcher par le tunnel. Nous nous cachâmes rapidement derrière les étagères, éteignant nos lumières. « Je te dis que quelqu'un est entré dans les tunnels », disait une voix que je reconnus comme celle de Mathieu, l'acolyte de Jean. « Il y a des traces de pas fraîches, et maintenant ce sont plusieurs personnes. »« Le patron veut ses négatifs ce soir, » répondit Jean. « La campagne sénatoriale commence dans 2 semaines, et il ne peut y avoir aucune surprise. » Les lumières de leurs lampes de poche balayèrent la salle. Je retins mon souffle quand elles passèrent près de notre cachette. « Vérifie ces boîtes, » ordonna Jean. « Je vais fouiller les étagères. » Manuel me toucha l'épaule et désigna l'autre extrémité de la salle, où je distinguais une autre sortie que je n'avais pas remarquée auparavant. Nous nous déplaçâmes lentement, tandis que Mathieu et Jean étaient distraits à examiner les boîtes. Catherine, avec une bravoure qui me surprit, prit rapidement plusieurs pellicules et les fourra dans son sac. Nous nous glissâmes vers la sortie secondaire, mais au dernier moment, Mathieu dirigea sa lampe de poche dans notre direction. « Là !» cria-t-il. « Il y a quelqu'un ! Courez !»
m'exclamai-je, en poussant Catherine et Manuel vers le tunnel. Nous courûmes dans le passage étroit, entendant les pas de nos poursuivants de plus en plus près. Le nouveau tunnel descendait en pente raide, et nous nous retrouvâmes bientôt dans ce qui semblait être une ancienne cave avec des tonneaux et des caisses empilées. Au fond, il y avait une échelle en fer qui menait à une trappe au plafond. Manuel monta le premier, poussant la trappe avec effort. Nous débouchâmes dans ce qui semblait être l'arrière-boutique d'un commerce. Un homme âgé en blouse nous regarda, stupéfait. « Manuel » demanda-t-il, incrédule. « Mais qu'est-ce que... »« Charles » répondit Manuel, reprenant son souffle. « On a besoin de ton aide. On est en danger. » L'homme, Charles, ne posa pas plus de questions. Il ferma rapidement la trappe et poussa une lourde armoire dessus. « Ma boutique » expliqua-t-il brièvement. « On est rue de la République. Venez, sortons par la porte principale. » Il nous conduisit à travers ce qui s'avéra être une vieille librairie jusqu'à la rue. La nuit était déjà tombée, et les lumières de Marseille scintillaient sur les collines comme des étoiles filantes. « Où peut-on aller » demanda Catherine. « Ils vont probablement aller chercher Daniel chez elle. »« Je connais un endroit, » dit Charles. « Un appartement sur la corniche que personne ne relierait à nous. Je l'ai gardé comme planque depuis le bon vieux temps. » Alors que nous marchions rapidement dans les rues du port, nous mêlant aux touristes et aux habitants, je compris que j'étais tombée dans une histoire bien plus grande qu'un simple conflit immobilier. Les tunnels n'avaient pas seulement servi d'échappatoire pendant la guerre. Ils gardaient aussi des secrets que certaines personnes puissantes voulaient maintenir enfouis. Cette nuit-là, dans le petit appartement de la Corniche avec vue sur la mer, Manuel contacta la journaliste qu'il avait mentionnée. Patricia Lacroix arriva 2 heures plus tard, avec une machine pour développer les photos et un scanner portable. « Si ce que vous me racontez est vrai, » dit-elle en préparant les produits chimiques pour révéler les pellicules, « ces photos pourraient changer l'histoire officielle de ce qui s'est passé à cette époque. » J'observais en silence les images émerger du liquide révélateur. Des visages de prisonniers, des officiers supervisant des arrestations, des véhicules militaires garés devant des maisons particulières. Et parmi eux, un jeune René Fouché, alors lieutenant, désignant des personnes sur une liste qu'il tenait à la main. « C'est lui », confirma Manuel, la voix chargée d'émotion. Et cela prouve sa participation directe aux arrestations ciblées. Sébastien a réussi à tout documenter. Patricia photographia méticuleusement chaque image et les envoya à des contacts de confiance à Paris et à l'étranger. « Au cas où », expliqua-t-elle. Alors que l'aube commençait à illuminer la rade de Marseille, je m'approchai de la fenêtre, pensant à ma grand-mère et à tous les secrets qu'elle avait gardés. Je comprenais maintenant pourquoi elle m'avait laissé la maison. Ce n'était pas seulement une propriété, c'était un héritage de résistance, un morceau d'histoire qu'elle avait protégé pour qu'un jour il puisse voir le jour. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je à personne en particulier, tandis que les premières lueurs du jour se reflétaient sur l'océan. « Maintenant, » répondit Patricia en rangeant soigneusement les négatifs originaux, « commence le vrai travail, faire que la justice, enfin, soit plus qu'une promesse. » Les bureaux du journal Le Provençal sentèrent le café frais et le papier imprimé. Patricia Lacroix discutait avec véhémence avec un homme en chemise froissée et à l'air sceptique, que je supposais être son rédacteur en chef. On nous avait demandé d'attendre dans une petite salle de réunion pendant qu'il décidait de publier ou non notre histoire. « Je ne comprends pas pourquoi ils mettent autant de temps, » murmura Catherine, en tapotant des doigts sur la table en verre. « Les preuves sont irréfutables. » Manuel secoua la tête avec un sourire amer. « Le Provençal a toujours eu ses loyautés, même aujourd'hui, » dit-il à voix basse. « Et Fouché est un homme puissant avec beaucoup d'amis. » La porte s'ouvrit et Patricia entra, l'air découragé. « Ils ne publieront pas, » annonça-t-elle sans préambule. « Ils disent qu'ils ont besoin de plus de temps pour vérifier l'authenticité des photographies et qu'un avocat examine tout le dossier. »« C'est une excuse, » répondit Manuel. « Ils font gagner du temps à Fouché. » Patricia hocha la tête en s'asseyant à nos côtés. Le rédacteur en chef a reçu un appel juste au moment où nous discutions. Il n'a pas voulu me dire de qui, mais son attitude a complètement changé après. Je ressentis un mélange de frustration et de peur. La nuit précédente, j'avais eu l'impression que nous étions sur le point de révéler la vérité. Mais je comprenais maintenant à quel point j'avais été naïve. Les puissants avaient des moyens de faire taire même les médias. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je. « On ne peut pas simplement abandonner. » Patricia regarda son téléphone d'un air songeur. « J'ai un contact à France Info et un autre à la BBC.
On pourrait aussi s'adresser directement à la Ligue des droits de l'homme. Nous devrions faire tout ça et plus encore, intervint Charles, qui nous avait accompagnés à la réunion. Mais d'abord, nous devons nous assurer que nous sommes en sécurité. Si Fouché sait déjà que nous avons les photos, il ne reculera devant rien. Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Patricia sonna. Son visage pâlit en regardant l'écran. « C'est un message de ma source à la police », dit-elle d'une voix tendue. « Ils ont émis un mandat de perquisition pour ta maison, Daniel, sous le chef d'accusation de recel de patrimoine historique. »« Patrimoine historique ?» répétai-je, incrédule. « C'est ridicule. C'est une excuse légale, » expliqua Manuel. « Ils peuvent argumenter que les tunnels et les documents sont un patrimoine national que tu dissimulais illégalement. C'est juste un moyen de perquisitionner officiellement ta maison tout en cherchant les photographies. Ils ne trouveront rien, dis-je. Tout est avec nous. Oui, mais ils sauront que nous y étions, répondit Patricia, et que nous avons probablement les preuves. Nous devons partir maintenant. Nous sortîmes par la porte arrière du journal dans une rue latérale. Patricia avait garé sa voiture à quelques pâtés de maison par précaution. Tandis que nous marchions, je gardais les yeux fixés sur les passants, me demandant si l'un d'eux pouvait nous surveiller. « Mon appartement n'est pas sûr », dit Patricia, en conduisant dans les rues escarpées de Marseille. « Nous devons nous séparer. Ce sera plus difficile de nous trouver si nous ne sommes pas tous ensemble. Je peux rester chez ma sœur à Cassis, » proposa Catherine. « Personne ne la connaît. J'ai un vieil ami à la Ciotat, » ajouta Manuel. « Charles, tu devrais fermer ta librairie quelques jours et disparaître. »« Et moi ?» demandai-je, me sentant soudainement vulnérable. Je ne connais personne d'autre dans la ville. Patricia me regarda dans le rétroviseur avec une expression décidée. « Tu viens avec moi. Je t'emmène à Paris. J'ai des amis qui peuvent nous cacher pendant que nous travaillons à la publication des photos. » L'heure suivante fut un tourbillon d'activités. Nous laissâmes Catherine et Manuel à différents endroits de la ville, avec des copies numériques des photographies et la promesse de rester en contact uniquement par message crypté. Charles retourna à sa librairie pour prendre quelques affaires avant de disparaître. Patricia et moi prîmes l'autoroute en direction de Paris. Les collines de Marseille s'éloignèrent, tandis que le crépuscule teignait le ciel d'orange et de pourpre. Pendant le trajet, elle parla constamment au téléphone, contactant divers journalistes et organisations de défense des droits de l'homme. « Nous devons créer suffisamment de bruit médiatique pour qu'ils ne puissent pas nous faire taire », expliqua-t-elle, après avoir raccroché. « Si trop de gens sont au courant des photos, il sera impossible d'arrêter leur publication. » « Tu crois que ça marchera ?» demandai-je, en regardant l'autoroute s'étendre devant nous. « Ça a déjà marché, » répondit-elle. « Dans ce pays, les secrets de cette époque ont été révélés petit à petit, presque toujours grâce à des gens ordinaires qui ont décidé de parler. Ta grand-mère a gardé ses preuves pendant des décennies en attendant le bon moment. C'est à nous de finir ce qu'elle a commencé. » La mention de ma grand-mère me fit penser à tout ce que je n'avais jamais su d'elle. Je l'imaginais jeune, cachant des fugitifs dans notre maison, risquant sa vie tout en maintenant une façade de normalité. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ça ? Murmurai-je plus pour moi-même que pour Patricia. Beaucoup de survivants de cette période n'ont jamais parlé de ce qu'ils ont vécu, même à leur famille, répondit-elle doucement. Parfois par peur, d'autres fois par douleur. Mais ils ont gardé les preuves, en espérant qu'un jour elles serviraient à rendre justice. Nous arrivâmes à Paris à la nuit tombée. Patricia conduisit dans les ruelles du quartier latin, jusqu'à s'arrêter devant un immeuble ancien, mais bien entretenu. Au 3e étage, nous fûmes accueillis par un homme d'âge moyen, à la barbe poivre et sel, qui se présenta comme Xavier, journaliste d'investigation et ancien camarade d'université de Patricia. L'appartement était petit, mais accueillant, avec des murs couverts de livres et de photographies encadrées. Xavier nous montra une chambre où nous pouvions nous reposer, puis nous nous réunîmes dans le salon pour examiner tout le matériel. « Ces photos, c'est de la dynamite », commenta-t-il après les avoir examinées sur son ordinateur. Fouché est clairement identifiable sur plusieurs d'entre elles, dirigeant des arrestations et désignant des personnes sur des listes. « Assez pour empêcher sa candidature au Sénat ?» demandai-je. « Assez pour bien plus que ça », répondit Xavier avec gravité. « C'est une preuve directe de sa participation à des crimes contre l'humanité. Il pourrait être jugé. » Patricia hocha la tête en préparant du café pour tout le monde. « J'ai envoyé des copies cryptées à des contacts à Londres, Madrid et Washington. S'il nous arrive quelque chose, les images sortiront de toute façon.
Tu penses qu'ils iraient jusque-là ? Demanda Xavier, la regardant avec inquiétude. Ils ont fait disparaître des gens pour bien moins que ça, répondit-elle simplement. Cette nuit-là, je ne parvins presque pas à dormir. Les images de Sébastien Ray, le photographe disparu, se mélangeaient dans mes rêves avec celles de ma grand-mère et des tunnels secrets. Je me demandais combien d'autres histoires similaires restaient cachées dans les entrailles de Marseille. Combien de secrets gardaient ces collines colorées. Au lever du jour, Patricia me réveilla avec des nouvelles. La BBC a publié un article préliminaire, annonça-t-elle en me montrant sa tablette. Sans montrer encore les photos complètes, mais en mentionnant leur existence et le fait qu'elles impliquent au Fouché. L'article intitulé « De nouvelles preuves pourraient lier un candidat au Sénat français à des exactions durant la guerre d'Algérie » incluait une brève histoire de Sébastien Ray et de son travail de photographe. « Ce n'est que le début », dit Patricia. « Mais la machine est lancée. » En milieu de matinée, Manuel appela pour nous informer qu'une équipe de la police judiciaire avait perquisitionné ma maison et la librairie de Charles. Il mentionna également que Jean Vasseur était apparu à la télévision locale, niant tout intérêt pour les prétendus tunnels et affirmant que son offre pour ma propriété était purement commerciale. « Ils sont nerveux », commenta Xavier. « Ils vont essayer de discréditer l'histoire avant que les photos ne sortent. » À 14 heures, la situation changea radicalement. France Info diffusa un reportage spécial montrant 3 des photographies les moins explicites, mais suffisantes pour identifier clairement Fouché. La chaîne avait fait vérifier leur authenticité par des experts. Mon téléphone commença à sonner sans arrêt. Des numéros inconnus, l'un après l'autre. Je finis par répondre à un appel. « Mademoiselle Orsena », dit la voix que je reconnus comme celle de Jean Vasseur. « Je crois que nous avons mal commencé. Mon client est disposé à vous parler personnellement pour éclaircir ce malentendu. »« Malentendu ?» répétai-je. « Les photographies parlent d'elles-mêmes, monsieur Vasseur. Ce sont de vieilles photos qui peuvent être facilement mal interprétées, » répondit-il d'un ton conciliant. « Monsieur Fouché veut juste avoir l'occasion d'expliquer le contexte. Une réunion privée, à l'endroit de votre choix. » Patricia, qui écoutait la conversation, me fit signe de continuer à parler pendant qu'elle enregistrait. « Et qu'est-ce que j'y gagnerais, à cette réunion ?» demandai-je. Il y eut une pause avant que Vasseur ne réponde. « Mon client est prêt à être extrêmement généreux. Pas seulement pour la maison, mais pour votre discrétion. Vous m'offrez de l'argent pour que je retire les photographies ? Je vous offre une solution qui profiterait à tout le monde, répondit-il, sa voix perdant son ton aimable. L'alternative pourrait être très désagréable pour vous et vos amis. Patricia me fit signe de raccrocher. Quand je le fis, elle me montra l'enregistrement avec un sourire triomphal. « Ils viennent de creuser leur propre tombe, » dit-elle. « C'est une tentative de corruption et des menaces, le tout dans le même appel. » Xavier était déjà sur son ordinateur, envoyant l'enregistrement à ses contacts. « Avec ça et les photographies, Fouché est fini, » déclara-t-il. « Aucun juge ne pourra ignorer des preuves aussi accablantes. » À ce moment-là, la sonnette de l'appartement retentit. Nous restâmes tous les 3 figés. Personne n'était censé savoir que nous étions là. Xavier jeta un coup d'œil prudent par le Judas. « C'est une femme âgée, » murmura-t-il. « Je ne l'ai jamais vue. » Patricia me fit signe de rester en retrait tandis qu'elle s'approchait de la porte. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans ouvrir. « Je cherche Daniel Orsena » répondit une voix féminine. « Je suis Hélène Ray. Sébastien était mon frère. » Hélène Ray avait le même genre de regard que j'avais vu chez Manuel. Des yeux qui portaient des décennies d'attente. Les cheveux blancs parfaitement coiffés et vêtus d'une élégance discrète, elle s'assit sur le canapé de l'appartement, tenant entre ses mains tremblantes une tasse de thé que Xavier lui avait offerte. « J'ai vu le reportage sur France Info », expliqua-t-elle. « Quand ils ont mentionné les photographies de Sébastien, j'ai su immédiatement que je devais vous trouver. »« Comment nous avez-vous localisés ?» demanda Patricia, toujours méfiante. « J'ai des amis dans les associations de défense des droits de l'homme, » répondit-elle simplement. « Quelqu'un m'a donné le nom de Manuel Breton. Je l'ai contacté et il m'a donné cette adresse. » Nous échangeâmes des regards inquiets. Si Hélène avait pu nous trouver si facilement, d'autres le pourraient aussi. Sébastien m'avait parlé des tunnels et de son projet de documenter les arrestations, continua Hélène. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait caché les négatifs les plus importants dans un endroit que seule Carmen Grenier connaissait. « Ma grand-mère », murmurai-je.
Hélène hocha la tête. Carmen et mon frère étaient nés plus que des amis. Ils se sont rencontrés à la faculté des Beaux-Arts et ont été ensemble jusqu'à ce que Sébastien doive se cacher. Cette révélation me laissa sans voix. Je n'avais jamais entendu ma grand-mère mentionner un certain Sébastien. Son histoire d'amour avec mon grand-père Pierre était la seule que je connaissais. Comme si elle lisait dans mes pensées, Hélène poursuivit. « Votre grand-père Pierre était un homme bon. Quand Sébastien a disparu, il a pris soin de Carmen et, finalement, ils sont tombés amoureux. Mais elle n'a jamais oublié mon frère ni sa promesse de protéger son travail. Avez-vous une idée de ce qu'il y a sur les autres photographies que nous n'avons pas encore développées ?» demanda Xavier. Hélène sortit de son sac un petit carnet usé. C'était le journal de terrain de Sébastien. On l'a trouvé dans son appartement après son arrestation et un camarade a réussi à le récupérer avant qu'il ne soit confisqué. Ici, il décrit chaque séance photo, avec les dates et les lieux. Xavier prit le carnet et le feuilleta rapidement. « C'est inestimable, » murmura-t-il. Ça fournit un contexte pour chaque image. « D'après ceci, » dit Hélène en montrant une page spécifique, Sébastien a photographié une réunion secrète le 8 septembre 1961. Y participaient plusieurs officiers et hommes d'affaires qui planifiaient la répression à Marseille. « Et Fouché était là ?» demanda Patricia. « Il était l'un des responsables de la coordination des arrestations », confirma Hélène. Sébastien a réussi à photographier la liste complète des personnes qui devaient être arrêtées. Si cette liste existe parmi les négatifs que vous avez trouvés, nous l'avons, dis-je, me souvenant d'une des photographies que nous avions révélées, mais qui n'avait pas encore été rendue publique. Fouché tenant une liste de noms, certains déjà marqués d'une croix. Le visage d'Hélène se transforma, un mélange de douleur et de justification. Le nom de Sébastien était sur cette liste, dit-elle d'une voix brisée. Fouché l'a arrêté personnellement 3 semaines plus tard. Nous ne l'avons jamais revu. Un lourd silence emplit la pièce. Hélène sortit un mouchoir et s'essuya discrètement les yeux. « C'est pour ça que je suis venue vous chercher », continua-t-elle après un moment. « Pas seulement pour savoir ce qui est arrivé à mon frère, mais pour vous avertir. Je connais Fouché depuis cette époque. Il ne reculera devant rien. » Comme pour confirmer ses paroles, le téléphone de Xavier sonna. En répondant, son visage pâlit. « C'était mon contact au parquet », nous dit-il en raccrochant. Ils ont déposé une plainte formelle contre Daniel pour vol de patrimoine culturel et falsification de documents historiques. Ils la recherchent activement. C'est absurde, protestai-je. Tout était dans la maison de ma grand-mère. Peu importe que ce soit absurde, répondit Patricia. Ils ont juste besoin d'une excuse légale pour t'arrêter et confisquer les photographies. Xavier hocha gravement la tête. Et il y a plus. Selon mon contact, quelqu'un a fuité que tu es à Paris. La PJ pourrait venir te chercher à tout moment. Il faut la faire sortir d'ici, dit Patricia, et poursuivre la publication complète des photographies avant qu'il ne soit trop tard. Je peux l'emmener dans un endroit sûr, proposa Hélène. J'ai une maison dans le Luberon que personne ne connaît. Elle est au nom d'une cousine qui vit à l'étranger. Pendant qu'ils discutaient des options, je m'approchais de la fenêtre. Le ciel de Paris était couvert d'une couche de pollution et de nuages qui donnait à l'après-midi un aspect gris et oppressant. En bas, une voiture noire était garée avec 2 hommes à l'intérieur. Quand l'un d'eux leva les yeux vers notre fenêtre, je m'écartai rapidement. « Il y a des gens qui surveillent l'immeuble », dis-je d'une voix tendue. Xavier jeta un coup d'œil discret. « Ce ne sont pas des policiers », confirma-t-il. « Du moins, pas des officiels. »« Il faut partir maintenant », insista Patricia. « On va utiliser l'escalier de service qui donne sur la cour arrière. » En moins de 10 minutes, nous avions rassemblé l'essentiel. Les photographies originales, les documents de Sébastien, les ordinateurs et les téléphones. Patricia prendrait sa voiture, tandis qu'Hélène nous attendrait dans un taxi à 2 rues de là. « On se sépare », décida Xavier. Patricia publiera les photographies restantes cet après-midi même. Je déposerai une plainte formelle au parquet national avec des copies de tout le matériel. Daniel et Hélène iront dans le Luberon jusqu'à ce que la situation se calme. Nous sortîmes par l'escalier de secours, un par un, à plusieurs minutes d'intervalle. Je fus la dernière. Tandis que je descendais les marches métalliques, j'entendis le bruit de la porte de l'appartement en train d'être forcée. J'accélérai le pas, dévalant les dernières volées presque en sautant. La ruelle derrière l'immeuble était déserte. Suivant les instructions de Xavier, je marchai rapidement vers la rue parallèle, me mêlant aux passants. Au loin, je vis le taxi où attendait Hélène.
J'étais sur le point de traverser la rue quand une voiture noire tourna au coin et s'arrêta brusquement à côté de moi. La vitre descendit et je reconnus Jean Vasseur sur le siège passager. « Mademoiselle Orsena ?» dit-il avec un sourire froid. « Quelle coïncidence de vous trouver ici. Pourquoi ne montez-vous pas? Monsieur Fouché est impatient de vous parler. »« Je n'ai rien à lui dire, » répondis-je en reculant d'un pas. « Je crains d'insister, » dit Vasseur en ouvrant la portière. Le chauffeur, un homme corpulent à la mine patibulaire, descendit également du véhicule. À ce moment, une voix autoritaire retentit derrière nous. « Police judiciaire. Éloignez-vous du véhicule et montrez-moi vos mains. » Un homme en costume que je n'avais pas remarqué auparavant montrait sa plaque. Vasseur pâlit visiblement. « C'est un malentendu, officier, » commença-t-il à expliquer. « Nous offrions juste un transport à mademoiselle. Jean Vasseur, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de subornation de témoins et obstruction à la justice. » L'interrompit l'inspecteur. « Nous avons des enregistrements de vos menaces téléphoniques à l'encontre de mademoiselle Orsena. » Deux autres agents apparurent et procédèrent à menotter Vasseur et le chauffeur. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. « Comment... » commençai-je à demander. « Patricia Lacroix nous a contactés il y a 1 heure, » expliqua l'inspecteur. « Elle a présenté toutes les preuves, y compris l'enregistrement de votre appel. Le procureur en charge des crimes contre l'humanité a ordonné votre arrestation immédiate. » On m'escorta jusqu'à un bureau de la PJ au 36, quai des Orfèvres, où je fis ma déposition formelle. Les heures passèrent dans un tourbillon de questions, de documents et de déclarations sous serment. Quand j'eus fini, il faisait déjà nuit. Dans la salle d'attente, je retrouvai Patricia, dont le visage montrait des signes d'épuisement mais aussi de triomphe. « C'est fait », dit-elle alors que nous sortions du bâtiment. CNN International, The Guardian et El País ont publié l'histoire complète avec les photographies. Nous avons également remis tout le matériel au parquet national antiterroriste. « Et Fouché ?» demandai-je. « Il a disparu », répondit-elle d'un air grave. Quand ils sont allés à son bureau pour l'interroger, il était déjà parti. Un mandat d'arrêt national a été émis. Alors que nous marchions vers la voiture de Patricia, je réfléchis à la façon dont ma vie avait changé si radicalement en quelques jours à peine. De simple guide de musée fraîchement arrivé à Marseille, j'étais devenue une pièce maîtresse d'une affaire qui pourrait réécrire une partie de l'histoire de la guerre d'Algérie. « La sœur de Sébastien nous attend dans le Luberon, » dit Patricia. « Tu seras plus en sécurité là-bas jusqu'à ce qu'ils attrapent Camp Fouché. » Le voyage jusqu'au Luberon, un petit village au cœur de la Provence, se déroula principalement en silence. Patricia recevait occasionnellement des appels avec des mises à jour sur l'affaire, mais j'étais trop épuisée pour suivre les détails. La maison d'Hélène s'avéra être un charmant mât, en pierre entouré d'oliviers, avec vue sur les montagnes. Elle nous accueillit à la porte, accompagnée de Manuel, qui avait décidé de nous y rejoindre. « Les nouvelles sont partout », nous informa-t-il, en servant un ragoût chaud sur la table rustique. « Fouché a été exclu de son parti politique et sa candidature au Sénat est officiellement annulée. Mais il est toujours en fuite, » ajouta Patricia. « Et ça m'inquiète. La PJ a placé ta maison à Marseille sous surveillance, » dit Manuel en s'adressant à moi. « Et ils ont l'ordre de protéger les tunnels comme preuve historique. » Nous dînâmes en regardant les journaux télévisés, où l'histoire faisait les gros titres. Journalistes et analystes débattèrent de l'impact des révélations, d'autant plus que Fouché n'était pas le seul impliqué dans les photographies. D'autres officiers de moindre rang, maintenant âgés, apparaissaient également clairement identifiables. « Ta grand-mère serait fière, » dit Hélène en me montrant la chambre où je dormirais. Elle et Sébastien rêvaient du jour où ces vérités sortiraient au grand jour. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de lui ?» demandai-je en m'asseyant sur le lit. Hélène sourit avec tristesse. « La douleur, je suppose. Et peut-être qu'elle voulait te protéger. En savoir trop dans ce pays peut encore être dangereux. Cette nuit-là, malgré la fatigue, j'eus du mal à trouver le sommeil. Je pensais à ma grand-mère, à Sébastien, à toutes les vies brisées et aux secrets enfouis. À un moment donné, le sommeil me gagna. Je fus réveillée par un son que je confondis d'abord avec la pluie. Mais en ouvrant les yeux, je me rendis compte qu'il était trop irrégulier. Quelqu'un jetait des petits cailloux contre ma fenêtre. Je jetai un coup d'œil prudent et vis une silhouette dans le jardin, à peine visible sous la lumière de la lune. Avec un sursaut, je reconnus le visage que j'avais vu tant de fois aux informations ces derniers jours. René Fouché était là, regardant droit vers moi.
L'instinct me fit m'écarter immédiatement de la fenêtre. Le cœur battant dans mes oreilles, je cherchais mon téléphone à tâtons. Mes doigts tremblaient tellement que j'eus du mal à le déverrouiller. Alors que j'essayais de composer le numéro d'urgence, j'entendis un craquement dans le couloir. Je retins ma respiration. « Daniel » murmura la voix de Patricia de l'autre côté de la porte. « Tu es réveillé ? Il y a quelqu'un dehors. » Je lui ouvris avec précaution. « C'est Fouché » murmurai-je. Je l'ai vu de ma fenêtre. Patricia pâlit. Elle tenait une petite lampe de poche à la main et portait un pantalon et un sweatshirt sombre, comme si elle était déjà prête pour une urgence. J'ai appelé la gendarmerie du village, mais ils mettront au moins 15 minutes à arriver, dit-elle. Manuel et Hélène sont réveillés. Nous avons verrouillé toutes les portes et fenêtres. Un coup léger à la porte d'entrée nous fit sursauter toutes les deux. « Mademoiselle Orsena » appela la voix de Fouché de l'extérieur. « Je veux juste parler. Je ne suis pas armée. » Nous échangeâmes un regard. Comment pouvait-il être si calme, sachant qu'il était un fugitif ? « Je vais appeler mon contact à la PJ », murmura Patricia en composant un numéro sur son téléphone. Après quelques secondes, elle fronça les sourcils. « Il n'y a pas de réseau. Il a dû brouiller la couverture. » Un autre coup à la porte, cette fois plus insistant. « Si je voulais vous faire du mal, je l'aurais déjà fait, » continua Fouché. « J'ai juste besoin de 5 minutes de votre temps. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je. Manuel apparut dans le couloir, tenant ce qui semblait être un vieux revolver. « Il appartenait à mon père, » expliqua-t-il en voyant mon expression surprise. Je n'aurais jamais pensé devoir m'en servir. « S'il vous plaît. » La voix de Fouché semblait presque suppliante maintenant. « J'ai des informations sur Sébastien Ray. Sa sœur mérite de les connaître avant que je ne me rende. » Cette dernière phrase fit apparaître Hélène dans le couloir, enveloppée dans une robe de chambre. « Je veux l'entendre, » dit-elle fermement. « 50 ans ont passé. Je mérite de savoir la vérité. Ça pourrait être un piège, » avertit Patricia. « Ou ça pourrait être notre seule chance de savoir ce qui est vraiment arrivé à Sébastien, » répondit Hélène, avec une détermination qui n'admettait aucune réplique. Après un moment de délibération tendue, Patricia hocha la tête. « Nous l'écouterons depuis une position sûre. Manuel, garde cette arme à portée de main. Daniel, reste près de la porte arrière au cas où nous devrions sortir rapidement. » Manuel écarta légèrement les rideaux pour s'assurer que Fouché était seul. Effectivement, l'ancien officier se tenait sous la lumière du porche, les mains visibles et sans compagnie apparente. Avec précaution, Patricia entr'ouvrit la porte sans enlever la chaîne de sécurité. « Que voulez-vous, Fouché ? Je vous remercie de m'écouter, » répondit-il d'une voix qui montrait la fatigue de plusieurs jours de fuite. « Je ne suis pas venu pour vous menacer ni pour récupérer quoi que ce soit. C'est déjà impossible. Ma carrière est finie et je vais bientôt faire face à la justice. Je veux juste laisser un dernier témoignage. » Patricia regarda Hélène, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Vous pouvez parler de là, » dit Patricia sans enlever la chaîne. « Vous n'entrerez pas dans la maison. » Fouché accepta d'un geste et s'appuya sur la balustrade du porche. Sous la lumière jaunâtre, son visage montrait des rides profondes et une pâleur maladive. Il ne ressemblait plus à l'homme puissant des photographies récentes. « J'ai connu Sébastien Ray le 14 septembre 1961, » commença-t-il. « J'étais lieutenant, fraîchement promu. On m'avait assigné à un groupe spécial chargé d'arrêter les éléments subversifs à Marseille. » Il fit une pause, comme s'il avait du mal à continuer. Sébastien était sur ma liste. Quelqu'un l'avait dénoncé pour avoir pris des photographies d'opérations militaires. Quand nous l'avons arrêté dans un appartement sur la colline du Roucas-Blanc, il portait un appareil photo et plusieurs rouleaux de pellicule. Nous aurions dû tout confisquer, mais il affirmait nous avoir tout donné. Hélène s'approcha de la porte, se plaçant à côté de Patricia. « Qu'avez-vous fait à mon frère ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Fouché baissa les yeux avant de répondre. Nous l'avons emmené au Fort Saint-Nicolas pour l'interroger. J'étais présent quand... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Quand on l'a interrogé sur les photographies et sur d'autres photographes prétendument impliqués. « Dites toute la vérité », exigea Hélène. Sans euphémisme. On l'a torturé, admit Fouché, sa voix à peine audible. Pendant 3 jours. Mais il n'a jamais révélé où il avait caché le reste des négatifs. Il répétait seulement un nom. Carmen Grenier. Je sentis un frisson en entendant le nom de ma grand-mère. On a ordonné de surveiller Carmen, continua Fouché. Mais elle était trop prudente.
Nous n'avons jamais rien trouvé chez elle, même si nous la soupçonnions de savoir où se trouvaient les photographies. « Et qu'est-il arrivé à Sébastien ?» insista Hélène. Fouché mit plusieurs secondes à répondre. La version officielle était qu'il avait été transféré dans un camp en métropole. De nombreux détenus y ont été envoyés. Mais la vérité, c'est que Sébastien n'y est jamais arrivé. Hélène porta une main à sa poitrine. « Vous l'avez tué ?»« Non », répondit Fouché à la surprise générale. Il a réussi à s'échapper pendant le transfert. Il a blessé un garde et a sauté du camion près d'Aix-en-Provence. Des recherches ont été lancées, mais on ne l'a jamais retrouvé. « Vous mentez », l'interrompit Manuel. « Personne ne s'échappait des transferts militaires. »« Je ne mens pas », insista Fouché. « J'ai des preuves. » Il sortit lentement une enveloppe de sa veste et la posa sur le sol, devant la porte. « Voici les rapports originaux de l'incident, qui ont été classifiés, et quelque chose d'autre que j'ai gardé toutes ces années. » Patricia ramassa prudemment l'enveloppe et examina son contenu à la lumière de sa lampe de poche. Son expression changea en sortant une photographie en noir et blanc. « C'est... » commença-t-elle, mais elle ne put finir sa phrase. Hélène prit la photographie avec des mains tremblantes. C'était l'image d'un homme d'âge mûr avec une barbe devant un kiosque à journaux dans ce qui semblait être une ville européenne. La date imprimée au dos indiquait 1985, plus de 20 ans après la prétendue disparition de Sébastien. « C'est lui », murmura Hélène, les larmes coulant sur ses joues. « C'est Sébastien. » Cette photo a été prise à Bruxelles, expliqua Fouché. Service de renseignement extérieur. Ils l'ont localisé, mais l'ordre n'a jamais été donné de le capturer ou de l'éliminer. À ce moment-là, il n'était plus une priorité. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda Hélène. « Parce que ça n'a plus de sens de continuer à mentir, » répondit Fouché avec un calme étrange. « Et parce qu'avant d'affronter ce qui m'attend, je voulais au moins faire une chose juste. » Un silence prolongé s'installa, finalement rompu par le son de sirènes au loin. « On dirait que votre temps est compté, Fouché, » dit Patricia. L'ancien officier hocha la tête. « Il y a d'autres documents dans cette enveloppe. Des noms, des dates, des opérations. Tout ce que je sais sur ce qui s'est passé pendant ces années à Marseille. Utilisez-les comme vous le jugerez approprié. Pourquoi avoir essayé de récupérer les photographies avec tant de désespoir si vous saviez déjà que Sébastien s'était échappé ?» demandai-je, rompant mon silence. « Parce que ces photos ne m'incriminent pas seulement moi, » répondit-il. « Elles impliquent des personnes qui occupent encore aujourd'hui des postes de pouvoir. Des personnes qui m'ont fait pression pour étouffer cette histoire à tout prix. » Les sirènes se rapprochèrent de plus en plus. Fouché se redressa, comme s'il se préparait à l'inévitable. « Une dernière chose, » dit-il en regardant directement Hélène. « Selon nos rapports, Sébastien a vécu en Belgique jusqu'en 1998, travaillant comme photographe sous un autre nom. Après, nous avons perdu sa trace. Mais nous n'avons jamais confirmé son décès. Il est possible qu'il soit encore en vie. » Hélène ne put retenir un sanglot. Manuel la soutint tandis qu'elle assimilait cette information qui changeait toute l'histoire qu'elle avait crue pendant des décennies. Les véhicules de la gendarmerie arrivèrent avec leurs gyrophares, illuminant le jardin d'éclairs bleus et rouges. Fouché n'opposa aucune résistance lorsque les officiers le menottèrent et lui lurent ses droits. Avant qu'il ne l'emmène, il jeta un dernier regard vers la maison. « Je suis désolé, » dit-il simplement. On ne savait pas à qui s'adressaient ces excuses tardives. À Hélène pour des décennies d'incertitude, à moi pour avoir tenté de me manipuler, ou peut-être à lui-même pour la personne qu'il était devenu. L'aube nous trouva encore éveillés, en train d'examiner les documents que Fouché avait livrés. Comme il l'avait promis, ils contenaient des informations détaillées sur des opérations, des noms d'officiers, des dates et des lieux de détention. Une page en particulier attira mon attention. Un rapport sur Carmen Grenier, ma grand-mère, daté de 1963. Sujet sous surveillance continue. Contact possible avec des réseaux d'exilés en Europe. Soupçonné d'entretenir une correspondance chiffrée avec Ré. Recommandations. Maintenir la surveillance, mais ne pas intervenir pour ne pas alerter d'éventuels contacts à l'étranger. Ta grand-mère est restée en contact avec Sébastien, dit Hélène avec stupéfaction, même après son évasion. Et elle a gardé le secret toute sa vie, ajoutai-je, ressentant une nouvelle admiration pour cette femme que je croyais connaître, même de sa propre famille. Patricia, qui passait des appels depuis que nous avions retrouvé le réseau téléphonique, nous rejoignit avec des nouvelles fraîches. L'arrestation de Fouché est dans tous les médias.
il a accepté de collaborer pleinement avec le parquet en échange de certaines considérations de procédure. Cela pourrait déclencher une nouvelle vague d'enquête sur des affaires non résolues de la guerre d'Algérie. 3 jours plus tard, je retournai à Marseille. La ville m'accueillit avec son charme chaotique habituel, mais je la voyais maintenant d'un autre œil. Chaque ruelle, chaque escalier, chaque maison colorée pouvait receler des histoires similaires à celles que j'avais découvertes. Ma maison du Panier avait été mise sous scellé temporairement dans le cadre de l'enquête, mais on m'autorisa à récupérer quelques affaires personnelles. En emballant des vêtements et des objets personnels, je trouvai une vieille boîte à chaussures au fond de l'armoire de ma grand-mère que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle contenait des lettres avec des timbres étrangers, toutes signées simplement d'un « S » et datées entre 1963 et 1998. La dernière incluait une petite photographie d'un homme âgé à la barbe blanche, assis à la terrasse d'un café, avec la tour Eiffel visible en arrière-plan. Au dos, d'une écriture tremblante, il était écrit « Je t'ai toujours porté en moi. Un jour, peut-être, notre petite fille connaîtra toute l'histoire. » Je m'assis dans le fauteuil en osier, où ma grand-mère me racontait des contes quand j'étais enfant, tenant cette dernière lettre. Dehors, Marseille continuait sa vie. Des touristes montant dans le petit train, des voisins discutant au coin des rues, des mouettes survolant le port. La ville qui cachait des secrets entre ses collines colorées était toujours là, imperturbable. Catherine m'avait proposé de garder mon poste au musée, mais j'avais déjà d'autres projets. Avec Patricia, Manuel et Hélène, nous avions décidé de créer des archives documentaires sur les histoires cachées de Marseille pendant la guerre. Les tunnels seraient préservés comme site historique, et la maison de ma grand-mère, que je ne vendrais jamais, deviendrait un petit musée dédié à ceux qui ont résisté en silence. Hélène avait entamé les démarches pour rechercher Sébastien en Europe, s'il était encore en vie. À près de 80 ans, elle entreprenait un voyage qu'elle avait attendu toute sa vie. En sortant de la maison cet après-midi-là, je m'arrêtai un moment sur le seuil. Le vent apportait une odeur de sel et de pin des collines. Je respirais profondément, sentant le poids de l'histoire que je portais maintenant, mais aussi la liberté qui vient avec la vérité. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais sûre que les secrets de ma grand-mère ne resteraient plus enfouis. Sa bravoure silencieuse, sa résistance quotidienne, son amour interrompu par l'histoire, tout cela méritait d'être raconté. Et ce serait moi qui le raconterais, une histoire à la fois, comme les maisons colorées qui s'empilent sur les collines de Marseille, différentes, uniques, mais formant ensemble un paysage de mémoire que personne ne pourrait plus jamais effacer.